reçu le message suivant. Vous dénoncez les méthodes fascistes alors que les gens dont vous vous réclamez ont instauré une abominable dictature policière. La Gestapo, ça ne vous dit rien? Si la République française adoptait les méthodes de la Gestapo nazie, cela ferait longtemps que vous seriez dans un camp de concentration ou déjà mort. Monsieur, vous dites que la République n'adopte pas les méthodes violentes que vous prêtez à la Gestapo nazie. Elle ne les adopte pas tout simplement parce que pour l'heure, elle ne connaît aucune période révolutionnaire. Mais cela pourrait arriver, et plus vite qu'on ne le croit. Mais venons-en à la Gestapo que vous invoquez dans votre message. La Gestapo, autrement dit la police secrète d'État, fut créée le 26 avril 1933. Elle reste le symbole de la terreur policière qui aurait existé sous Hitler dès son arrivée au pouvoir, et plus tard dans tous les pays occupés par l'Allemagne. Au grand procès de Nuremberg, cette police secrète figura parmi les associations nationales-socialistes mises en bloc au banc des accusés en vertu du principe de la culpabilité collective. La traque de ses membres fut soigneusement organisée. Un dossier circulait qui donnait leur identité, leur âge ainsi que leurs caractéristiques physiques. C'était l'époque où, chez les petits employés de cette structure, non seulement plus personne n'osait se revendiquer ouvertement du national-socialisme, seuls quelques courageux gardaient une attitude qui pouvait laisser deviner une fidélité, mais aussi où l'immense majorité se disait prête à coopérer avec les enquêteurs alliés. On le comprend aisément, c'était la seule façon d'espérer la clémence du vainqueur. Dans son réquisitoire introductif, le procureur général américain Robert Jackson déclara « Par l'action de ces formations criminelles, les dirigeants nazis instituèrent la règle de la terreur. Ces organisations d'espionnage et de police furent utilisées pour traquer toute forme d'opposition et pour punir toute dissidence. Ces organisations créèrent et administrèrent bientôt les camps de concentration. » Peu après, un de ses assistants, le commandant Frank B. Wallis, lança « Les formations du parti, les SA, les SS, ainsi que le SD et la Gestapo étaient les instruments maudits de la suppression de toute opposition, réelle ou en puissance. » L'ennui est que ces gens s'y assuraient étaient en vérité de vulgaires menteurs. Ils s'étaient rendus coupables et se rendirent encore coupables de manœuvres indignes afin d'étouffer la vérité. Je m'explique. Le premier chef de la Gestapo s'appelait Rudolf Diels. Il ne resta qu'un an à ce poste. En 1945, il fut interné par les vainqueurs dans un camp du district de Hanovre. Le 4 mars 1946, au grand procès de Nuremberg, la défense demanda sa comparution comme témoin. L'accusation s'y opposa, déclarant qu'une déclaration écrite suffirait. La défense insista, arguant avec bon sens que la comparution de Rudolf Diels en personne permettrait de plus amples explications. C'était logique. Quand un témoin peut se présenter physiquement à la barre, cette solution est toujours préférée. Mais le tribunal éluda et finalement il se rangea du côté de l'accusation. Rudolf Diels ne comparut pas. Pourquoi cette surprenante décision? L'explication se trouve dans ce document de l'accusation issu des archives non publiées du tribunal de Nuremberg. L'auteur de ce document mentionnait 3 interrogatoires, dont le PS 2544 qu'il privilégiait. Il n'y avait là rien de très surprenant. Le PS 2460 était une courte déclaration sous serment de 2 pages datée du 31 octobre 1945. Le PS 2472, pour sa part, était long de 3 pages, plus de lignes, et n'était même pas daté. On comprend donc pourquoi l'auteur s'appuyait exclusivement sur le PS 2544. Seulement voilà, le 16 novembre 1945, alors que le procès s'ouvrait, un procureur adjoint, Sidney Alderman, tira la sonnette d'alarme. Il souligna le danger qu'il y aurait à utiliser le document PS 2544 dans le cadre du procès. Pourquoi ? Parce que ce document ne donnait pas une version des faits conforme à celle que voulait présenter l'accusation. Sidney Alderman rapportait l'opinion d'une personne selon laquelle, si Rudolf Diels comparaissait comme témoin, les accusés pourraient tirer profit de certains points de sa déclaration sous serment. Dès le lendemain, lors d'une réunion à laquelle participait Sidney Alderman, le problème fut discuté. Il y fut décidé que l'ancien chef de la Gestapo n'apparaîtrait pas aux audiences. Voilà pourquoi, conformément aux vœux de l'accusation, la comparution de Rudolf Diels fut refusée à la défense. C'est déjà grave.
Mais il y a plus grave encore, car même sans le témoin, restait à la défense la déclaration sous serment de Rudolf Diels, reçue sous la cote PS 2544. Il s'agissait d'une longue déclaration sous serment, puisque dans le document signé par Sidney Alderman, on y parlait de la 17e page. Or, reportons-nous au tome 30 du compte-rendu du procès du Nuremberg, où ce document, PS 2544, est reproduit. Daté du 1er novembre 1945, le conseil est immédiat, sans appel. Le document est long de 2 pages seulement. Comment expliquer cette contradiction? Où étaient donc passées les 15 autres pages au minimum? À mon avis, la réponse se trouve dans ce compte-rendu, déjà cité, d'une réunion de l'accusation le 17 novembre 1945. Non seulement il avait été décidé que Rudolf Diess ne comparaîtrait pas, mais en plus, il avait été décidé qu'on obtiendrait une déclaration sous serment du témoin. À mon avis, cette nouvelle déclaration sous serment, conforme à ce que l'accusation attendait, vint remplacer l'ancienne. Il suffit de l'antidater, donc d'y apposer la date du 1er novembre 1945, et de la remplacer. Quant à Rudolf Diels, non seulement il ne fut pas condamné, mais on le récompensa, car il put ensuite travailler avec le gouvernement allemand du Land de Saxe. Il mourut en 1957 officiellement d'un accident de chasse. À ma connaissance, jamais aucun historien n'a révélé cette tricherie supplémentaire qui émaille le procès de Nuremberg. Quoi qu'il en soit, il est indéniable qu'avec la complicité du tribunal, l'accusation manœuvra frauduleusement afin qu'un témoin capital pour la défense ne puisse ni comparaître, ni même être entendu dans ce qu'il avait pu déclarer lors de l'instruction. Telles étaient les méthodes utilisées lors de cette parodie de justice. Mais malgré cela, l'accusation échoua partiellement. Malgré cette obstruction et ces tricheries éhontées, la défense put tout de même démontrer, tant les faits étaient écrasants, que la Gestapo avait été une police politique banale, comme il en existe dans tous les pays dits civilisés. Elle se contentait de poursuivre ceux qui mettaient activement en danger la sécurité de l'État. Sauf si l'on soupçonnait l'existence de réseaux clandestins armés ou de groupes d'espionnage, ces méthodes d'investigation étaient réduites. Sur 10 dénonciations, 9 étaient jetées au panier. Et c'est ainsi qu'au terme du procès de Nuremberg, la Gestapo fut innocentée pour la période allant de sa création, en avril 1933, au 31 août 1939. Et oui, chers internautes, pour toute la période de paix, la Gestapo ne fut pas reconnue organisation criminelle. Vous ne me croyez pas? Alors consultons le jugement de Nuremberg. On lit « Le tribunal déclare criminel, au sens du statut, le groupe des membres de la Gestapo et du SD occupant les postes énumérés au paragraphe précédent, donc cela excluait les secrétaires, les sténos, les concierges des bâtiments de la Gestapo, et qui devinrent ou restèrent membres de cette organisation tout en sachant qu'elle servait à la perpétration des actes déclarés criminels par l'article 6 du statut ou qui étaient personnellement, en tant que membres de l'organisation, impliqués dans la perpétration de tels crimes. Cette accusation repose sur la participation de l'organisation aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité en rapport avec la guerre. Le tribunal exclut donc du groupe déclaré criminel les personnes qui avaient cessé avant le 1er septembre 1939 d'occuper les postes énumérés au paragraphe précédent. C'est clair. Pour la période allant jusqu'au déclenchement de la guerre, la Gestapo ne fut pas déclarée criminelle. Et oui, chers internautes, même les juges de Nuremberg furent contraints de le reconnaître, tant c'était évident. Bonsoir. T'as gagné, toi, la pute. C'est toi que je vais me faire un plaisir d'interroger. Tu pars tout de suite ou je te fais couler en bain? Mais qu'est-ce qui se passe? On torture ici? Ta gueule, main sur la tête, le pédé, balance ton nom. Spons! Général Spons!
Excusez-moi, général, je vous avais pris pour un autre. Mais qui êtes-vous? Adolfo Ramirez, Gestapo. Aïe! Écoutez, mon général, j'ai du mal à comprendre. Vous ne connaissez pas? Il nous a dit qu'il agissait sur votre ordre.